maintenant la première séquence de cette journée, Los Angoel, itinéraire d'une ville en transition, avec la séquence de capitalisation, de mise en trajectoire de 25 ans de transition écologique. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant sur scène à mes côtés Jean-François Caron, ancien maire désormais de Los Angoel. Plongé dans le noir. Ça va, Jean-François? Remis des émotions d'hier? À dire vrai, j'ai un petit peu trop bu hier soir, comme un certain nombre d'entre vous. On a fait quelques kilomètres quand même, mine de rien. Moi, j'ai organisé des détours, donc on allait dans la plaine agricole. On a fait pas mal de bornes. Et puis, on avait de la musique de folie pour ceux qui étaient à la fête hier soir, ce qui fait que pour parler avec Patrick Vivray, qui nous a fait le plaisir d'être là hier soir, avec les uns les autres, il fallait porter sa voix. Bref, la voix est un petit peu cassée, mais je pense que l'énergie qui s'est dégagée là, juste à l'ouverture, traduit ce qui s'est passé hier. Enfin, pas faire de grande littérature là-dessus. En plus, je me méfie toujours de la gestion des émotions, mais c'était vraiment un grand moment. Voilà. Jean-François, tu vas avoir 1 heure, ce qui est un temps condensé par rapport à tout ce qu'il y a à dire sur ce grand et vaste sujet de la transition à Los Angeles. 1 heure pour retracer, comme je disais, la trajectoire, des éléments de méthode aussi, et aussi valoriser des résultats. Je vois que tu lances le chrono, je te laisse la main. Tu es maître de ton temps. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et voilà, ça, on pourrait parler évidemment. 25 ans, c'est difficile à résumer. En peu de temps, juste avant de lancer la petite vidéo, mais dire que ce qui va être un peu compliqué là pour un certain nombre d'entre vous et pour moi, c'est que pas mal d'entre vous peuvent être des compagnons de route plus ou moins proches pendant toutes ces années et m'ont déjà entendu raconter l'histoire de l'os. Le problème, c'est que je ne peux pas raconter 10 histoires différentes. C'est l'histoire de l'os. Bon, vu de mon perchoir, hein, bien entendu. Voilà, donc je m'excuse par avance pour pouvoir avoir parfois des formulations qui sont éculées, mais bon, j'essaierai quand même de faire mes petites variations pour pimenter un petit peu tout ça. Mais comme tout le monde n'était pas là hier, peut-être que pour commencer, le plus simple, c'est juste de vous mettre dans l'ambiance de Los Angeles par les airs, voilà, ce qui vous permet de vous raccrocher à l'écosystème lossois, humain, naturel. Merci. Voilà, finalement, vous voyez, de l'agriculture historique, de la mine et des gens. C'est un petit peu le cocktail qui nous amène à cette aventure. Alors, pour ceux il y en a beaucoup ici qui sont hors de la région, redire quand même quelques mots sur le bassin minier qui a été inscrit au patrimoine mondial. C'est cet ensemble qui était constitué de concessions privées qui ensuite ont été regroupées lors de la nationalisation. Quelques chiffres qui disent ce qu'on a vécu. C'est une aventure on parle de l'Anthropocène. Nous, la mine a transformé le territoire. 100 000 km de galeries, c'est absolument considérable. Des volumes de matériaux monstrueux qui ont été déplacés sur 500 terris répartis un petit peu partout. 1 200 000 habitants. Et 300 ans d'exploitation mono-industrielle. Ça, c'est très important parce que c'est un des éléments
Souvent, on me dit qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui fait que vous avez mis en route ce processus et pourquoi notamment l'implication habitante, qu'on a beaucoup mise en scène hier dans la journée, pardon. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes le produit d'une activité qui conditionnait pendant 3 siècles l'ensemble de notre façon de vivre. Je dis souvent que les houillères possédaient tout, les églises, les écoles, les places, les maisons, la sécurité sociale, le Racing Club de Lens ou le Club de Valenciennes, il y a des gens de Valenciennes dans la salle. La seule chose qu'ils ne possédaient pas, c'était les cimetières, qui étaient historiques et qui étaient antérieurs. Et dans ce modèle-là, quand les mineurs n'entretenaient pas leur jardin, ils avaient des retenues sur salaire. C'est-à-dire que le contrôle de la population allait à un niveau extraordinaire. Et que par rapport à cette logique-là, avec d'ailleurs peu d'industrie, puisqu'il ne fallait pas qu'il y ait de concurrence sur la main-d'œuvre, puisque la mine est une activité de main-d'œuvre qui réclame des bras. Ce qui veut dire que dans les séquelles que nous avons à gérer, moi quand j'étais maire, Geoffrey aujourd'hui, que du coup je salue, mais vous allez faire connaissance avec lui, Geoffrey Maton, toute la journée, puisqu'on forme un duo d'enfer, on pourrait dire ça. Hein, voilà. Nous avons à traiter des énormes problèmes de pollution, bien entendu. Par exemple, l'eau, quand j'étais maire, quand je suis arrivé maire, était à 99 mg de nitrate, quand la norme est à 50 et qu'à 100 mg, le préfet est tenu d'interrompre la distribution d'eau, des pollutions perchées partout, la nature détruite, donc des problèmes environnementaux majeurs, des séquelles sociales, encore aujourd'hui on est au-delà des 30% de taux de pauvreté dans le territoire, ce qui est tout à fait considérable, des questions de modèles économiques à revisiter, on a perdu 220 000 emplois de mineurs, c'est considérable. Voilà. Mais la question du paternalisme et de la honte, de l'estime de soi, de la honte finalement issue de ce modèle, était un obstacle majeur. Et c'est une des raisons qui fait que la capacitation habitante, on va beaucoup en parler, a été au cœur du modèle. Los Angeles, 9 territoires. Alors la difficulté, c'est comme hier, j'ai fait deux fois des tours et où j'ai dit tout ça, là, j'ai vite passé au-dessus. Il faut que je me rappelle que tout le monde n'a pas entendu ces éléments-là. Donc 9 terris quand même sur Los Angeles, les friches, les nitions, bon, tout ça, je l'ai dit. Sur Los Angeles, 1100 logements miniers détruits à cause des affaissements miniers. Ce qui fait qu'on a relativement peu de cités minières par rapport à quand vous êtes à Lens ou Liévin pour des raisons techniques, géotechniques autour des puits de mine. Alors, avant de plonger dans les résultats, je tiens toujours à cette image parce que, en gros, les problèmes de Los Angeles, la chance que nous avons, c'est que nous avons tapé dans le mur 30 ans avant que la société d'aujourd'hui découvre qu'elle va devoir réviser son modèle de développement. On a 30 ans d'avance. On nous prenait pour les derniers de la classe, et ben c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on doit traiter ces questions de transformation du modèle. Et pourquoi? Parce qu'on a un ancien modèle qui est mort, je ne vais pas trop décrire pourquoi, le nôtre. La mine, bon, c'était clair, c'était l'arrêt des mines, mais le modèle global, c'est les ressources de la planète ne sont pas infinies et nos impacts sont insupportables. Donc ça, c'est fini, c'est derrière nous, ça va apparaître de plus en plus évident dans les années qui viennent. Il y a encore des gens qui sont dans le déni, parce que quand on perd quelque chose, quand on est en phase de deuil, la première chose qu'on dit, c'est pas possible, c'est la phase de deuil. Donc évidemment, la phase de deuil, elle peut durer plus ou moins longtemps. Claude Allègre en est un bel exemple, mais vous en connaissez autour de vous, des révisionnistes de ces questions, mais ça va s'arrêter. Globalement, la société a compris qu'on est à la fin d'un modèle. Ce qui est difficile, c'est que devant nous, il y a du brouillard. Et pourquoi il y a du brouillard, ce qui est ici, là, pourquoi il y a du brouillard? C'est parce que le nouveau modèle de développement, vous voyez, qui est en pointillé, n'est pas encore apparu. Alors quand je dis il prend des formes différentes, bien entendu. Mais un modèle qui est plus basé sur la sobriété, sur le respect des écosystèmes planétaires, sur de la justice sociale, parce qu'il y a des bombes à retardement partout dans le monde, aggravées par la question du dérèglement climatique et des crises de la biodiversité, qui font que les accès aux ressources aggravent les inégalités. Donc les questions de durabilité sont d'abord des impacts sociaux pour des populations chez nous et ailleurs. Et donc la difficulté de ce nouveau modèle, c'est que si on a des signaux faibles, par exemple, on va passer des énergies fossiles aux renouvelables. Le renouvelable va devenir un élément majeur du nouveau modèle, par exemple. Ce qui veut dire que le premier sujet de la transition, et que nous avons dû affronter à Los Angeles, et qui est probablement au cœur de toutes vos questions à toutes et tous, c'est qu'il y a à construire un nouvel imaginaire du développement. Ce qui veut dire
on doit se poser la question de quelles sont les politiques publiques, quelles sont les politiques citoyennes de construction de nouveaux imaginaires. Et notamment, j'en profite du coup pour saluer Julien Perdrija, qui quand il a rejoint la ville de Los Angeles, est arrivé sur la question de la mise en récit. Comment on arrive à mettre en récit de où on vient, où nous sommes, et du coup à ouvrir la question de la vision, de la trajectoire et de la mise en perspective sur des modèles, des imaginaires alternatifs. Premier sujet de la transition, travailler de nouveaux imaginaires. Le deuxième sujet de la transition, c'est que pour autant, même si le nouveau modèle apparaît, et au fur et à mesure il va apparaître, et d'ailleurs c'est un des intérêts de Los Angeles, c'est qu'on vient voir pour se dire, mais en fait c'est possible, des choses sont possibles, pas tout, hein, Los Angeles c'est pas une oasis, bon, pas tout, mais il y a des choses qui sortent, et vous l'avez vu hier. Et donc, ça fait apparaître des nouveaux possibles. Oui, il est possible que les citoyens, par exemple, valident dans les urnes massivement un projet de transition. Alors que tout le monde dira non, c'est pas vrai, les gens sont pas prêts. Mes collègues élus disent ah non, c'est pas possible, non, la population n'est pas prête. Enfin, bon, on a un sujet là-dessus. On a un sujet. Bon, alors, donc, admettons que ce nouveau modèle apparaisse progressivement. Le deuxième sujet de la transition, la deuxième grande question, c'est comment on va passer de l'ancien au nouveau, qu'on appelle la transition. Eh bien, la transition, c'est quoi? C'est de la conduite de changement. Je passe d'un modèle où j'étais gaspilleur à un modèle où je suis économe. Je passe d'un modèle où j'allais à Lisbonne pour 30 € parce que c'est pas cher et puis c'est bien quand même d'aller passer un week-end à Lisbonne et d'avoir un impact kérosène à un modèle où on dit ben non, ça ne tient pas la route. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Ces deux termes-là doivent être réarticulés. Et donc, comment on va vers des modèles plus responsables alors qu'on sort d'une société qui quasiment est en ébriété et en irresponsabilité à un certain nombre d'endroits. Ce qui veut dire que les questions de conduite de changement sont centrales. Tout le monde a ses raisons de dire « Ah, il faut changer ». Bon, tu comprends, moi je ne peux pas parce que j'ai ça. Et donc, la transition, c'est simple. Comment je change d'imaginaire? Comment je prends la question par la conduite de changement? Bien sûr, les enjeux techniques et technologiques sont importants, mais ils sont secondaires à cette transformation de positionnement. On a besoin des ingénieurs, mais la transition n'est pas qu'une affaire d'ingénieurs. Et même, attention, à ne pas croire que c'est par des avancées technologiques qu'on va régler la question, alors qu'elle est beaucoup plus systémique que ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, je reviens à Los Angeles. Pour dire que là, c'est 4 slides, souvent, un des défauts de rencontres comme celle-ci, c'est qu'on vous présente des résultats de 25 ans de travail. Alors, ça peut faire un effet, ah ouais, mais c'est pas pour moi, je suis trop loin de ça, je suis trop loin. C'est souvent ce qu'on nous dit. Et alors, je vous dis comment on a commencé, en fait. Dans les années 80, à Los Angeles, il y a plusieurs Lossois voilà, qui sont là, des techniciens, des élus que je salue parce que ça a été une production collective, ce colloque, et merci de votre engagement. Ça a démarré dans les années 80, quand la mine a fermé à Los Angeles. On a travaillé la question du changement de regard. L'éthérie était la caractérisation de ce qui nous faisait honte. Et on y découvrait du traquet moteux, une espèce de la pelouse alpine, on y découvrait des orchidées, on y mettait une école de parapente, on commençait à faire du land art, nous changions de lunettes pour changer de regard sur l'éthérie. Mais comme l'éthérie c'était nous, et qu'on en avait honte, ça veut dire qu'on changeait de regard sur nous-mêmes, et qu'on commençait à assumer dans un océan de négation de ça. C'est pas faire honte au maire de Lens de l'époque, puisqu'il le disait publiquement, il le revendiquait. Il a supprimé tous les signaux de la mine sur Lens, rasé les chevalets, rasé la mine école. Il n'y a que les cités qui ont été gardées parce qu'il y avait des gens dedans. Et la politique majeure, un jour, un journaliste dit à France 3, vous allez voir Caron c'était moi, 93, en 1993, ce mec-là est dangereux. Nous voulons ressembler à tout le monde. Et moi, avec mon père, avec les amis de Los Angeles, nous revendiquions notre histoire et notre identité en la mettant en scène, notamment par des opérations complètement décalées que je n'ai pas le temps de décrire. Donc, Festival des Goéliades, puis dans les années 90-2000, révision du plan d'occupation des sols. On stoppe le plan d'occupation des sols en disant on ne fait pas de la planification urbaine si on n'a pas un projet de ville.
On est un peu parmi les quelques territoires de France qui ont inventé le PADD, pour ceux qui suivent les lois d'urbanisme, puisqu'on a travaillé un projet de ville pendant 1 an et demi avec la population, avant de planifier notre PLU, notre POS à l'époque, et de lancer les premières expérimentations, la récupération des eaux, la transformation des modèles, par exemple l'éco-construction. Depuis 1997, nous sommes dans des cahiers des charges. D'ailleurs, nos premiers appels d'offres, il n'y avait pas d'entreprise qui répondait. Aujourd'hui, c'est généralisé, mais on a été souvent des défricheurs seuls dans le désert à beaucoup de sujets. Dans les années 2000, le projet de 2000 à 2010, mise en œuvre de la charte, alors, il n'y avait pas de vision clarifiée, juste on prenait tous nos problèmes, on essayait de les traiter. L'eau est pourrie, alors on va récupérer et gérer autrement l'eau. Les logements n'arrivent plus à chauffer, on n'arrive plus à les chauffer parce qu'on n'a plus de charbon gratuit, les mineurs disparaissent, et puis il n'y a plus de charbon. Alors, la qualité thermique pour des gens qui sont pauvres et des logements qui fuient partout, parce qu'avant le charbon coulait à flot. Donc, les gens n'arrivaient plus. Encore aujourd'hui, quand des fois on parle de la précarité énergétique, pour un certain nombre de gens, c'est un concept. Ben, quand on émerge, je peux vous dire que ce n'est pas un concept. Quand les gens ils tiennent leur maison à 13 degrés, quand un jour un gars vient de me voir dans mon bureau et il me dit Monsieur le maire, est-ce que je pourrais avoir 20 € au CCAS ? Parce que je voudrais accueillir mon petit-fils à Noël, et comme ma maison elle est à 13 degrés, ses parents ne veulent pas qu'il vienne chez moi. Parce que toute une journée à 13 degrés, c'est difficile. Bon, ça c'est une réalité. Et donc l'éco-construction, ce n'était pas un délire d'écolo. C'est bien sûr une volonté de faire des écomatériaux, de travailler autrement, mais c'était de redonner aussi aux gens des conditions de vie minimum de qualité. Et donc, on commence à travailler l'organigramme, mode projet. L'écosystème du 11-19 se développe, et dans les années 2010, de 2010 à 2020, pardonnez-moi, j'essaie de me retrouver, donc ça je l'ai dit, voilà. On a toute une série de projets pilotes qui décollent. On investit dans l'ingénierie de projet, on va chercher des fonds européens qui attendaient des clients. Et en fait, le territoire, je caricature un peu, mais les fonds européens ne sont pas là pour faire des piscines ou des trottoirs. Ils sont là pour accompagner des projets de revitalisation, de redéveloppement, et nous, on en avait plein. Alors, c'est comme ça qu'on a lancé, sur le 11-19, plein de structures se sont installées. Et puis, 2008, incroyable, légitimité démocratique. Je suis sur le plateau de France 3 parce que je représentais ma mouvance politique. Les résultats sortent dans les municipales et on voit en bas Los Angeles 82,1%. Ce que je savais, puisque quand même j'avais fait les dépouillements à Los avant d'aller. Et j'avais laissé mes amis qui eux picolaient, ils faisaient la fête parce qu'on avait fait un magnifique résultat. Et moi j'étais sur le plateau de France 3. Et Véronique Marchand, pour ceux qui la connaissent, du Nord-Pas-de-Calais, elle dit... Tous les résultats qui nous arrivent, Los Angeles est le plus gros score, bien sûr, là où il y avait que 2 listes. Où il y avait 2 listes, évidemment, quand on est tout seul, on fait 100%. Ce qui nous est arrivé, les 2 mandats d'après, on a fait 100%, 100%. Quand vous faites 82,1%, le 1% est important parce qu'on est du coup le plus gros score. Ça veut dire qu'on ne peut pas raconter que la transition est antipopulaire. C'est pas vrai. La façon de le faire, bien sûr, ça compte. Et ça veut dire que ça donne une légitimité politique énorme pour pouvoir entreprendre. Ça provoque un électrochoc politique. Du côté des journalistes, c'est extrêmement précieux parce qu'il y a une légitimation. Et ça a été un moment quand même, au-delà du plaisir de voir son travail salué par la population, ça a été un moment d'amplification. Nous avons lancé des parcours d'interprétation. Et pour terminer sur cette séquence, résumer finalement cette courbe de résilience qui a démarré par habitants, acteurs au sens culturel. Les Goéliades, c'est reprendre notre histoire en main. De quoi nous sommes héritiers? Quel est notre socle de valeurs? On ne sait pas où on va aller, mais qu'est-ce qui nous fonde? Qu'est-ce qui nous constitue? Et on a travaillé les métiers de la mine, la qualité de la vie, quelles étaient nos valeurs, finalement? Qu'est-ce qui nous fondait? On est ensuite passé sur habitants acteurs du projet de ville, les premiers travaux de construction de la mise en perspective de la ville, avec l'apprentissage des processus qu'aujourd'hui Olivier Pasteur appellerait de la facilitation. Alors nous, on se débrouillait, quoi. On se débrouillait sur le tas, on apprenait à animer les réunions, c'était pas simple, c'était bredouillant encore, ces questions-là. Puis, la formalisation dans la première charte du cadre de vie qui commence à identifier un programme d'action. Puis l'arrivée du CERD, de culture commune, que je ne retrouve pas là sur la photo, du CD2E, la transformation de la base du 11-19,
la généralisation des projets pilotes, on va présenter rapidement les résultats derrière, et donc habitants, acteurs de la transition, de la mise en œuvre. C'est les premiers 50-50 qui apparaissent à cette époque-là. On a beaucoup parlé hier des 50-50. La légitimité démocratique en 2008, c'est le début de la remontée de l'écosystème lossois, puis le renouveau démocratique, et à un moment donné, je prenais cette image hier, quand vous plantez un arbre, c'est difficile, les conditions, enfin un arbre au début c'est une graine, puis il arrive un moment, l'arbre il donne des fruits, il donne des fruits, il donne des fruits. Et Los Angeles aujourd'hui c'est ça. Ça donne des fruits partout, ça donne des pépites qui émergent, des gens qui émergent, une population qui prend son destin en main, toute une série de résultats analytiques et systémiques. Nous devenons démonstrateurs ADEME. Je salue Éric Vidalin qui nous a rejoint, qui est directeur adjoint de l'ADEME. Et l'ADEME nous met démonstrateurs de conduite de changement vers la ville durable en matière de transition. Ce qui intéresse l'ADEME, c'est comment vous faites pour faire avec les gens. Parce que des process de transition techniques, il y en a plein et beaucoup mieux qu'à Los. Un jour, j'étais dans un colloque avec la ville d'Évian. Ils ont fait un bâtiment, c'est un vaisseau spatial, quoi. Il est passif à hausse, énergie. Et quand j'ai demandé le pognon que ça demandait, j'ai dit ouais, on n'est pas dans le joue-pas dans la même cour. Hein. On n'a pas de sous, on n'a rien dans notre porte-monnaie. Et on peut se payer des magnifiques réalisations. Nous, notre process, il n'est pas là. Et donc, ça a intéressé l'ADEME. On va en parler, Eric, tout à l'heure, puisque tu nous donneras ton commentaire là-dessus. Il y a évidemment l'inscription UNESCO, qui vient apporter de la dignité et de la fierté aux habitants, la capacité à relever la tête. On est à la fois reconnu pour notre histoire et en même temps ambassadeur au niveau mondial d'une nouvelle représentation du patrimoine, puisqu'on est le premier bassin minier classé au monde. L'histoire des mineurs vaut l'histoire des rois, donc derrière ça, il y a une symbolique énorme, évidemment, qui continue à déployer des fruits incroyables, et la capacité pour les gens de relever la tête. Et émergent des pépites, des élites, des individus, des leaderships nouveaux, et puis je pourrais dire, alors l'émergence de la fabrique des transitions que nous créons avec d'autres territoires en France, mais à partir de l'expérience pionnière de Los Angeles et dont on parlera également dans la journée. Et puis j'ai envie de dire, il manque aujourd'hui. Aujourd'hui où on célèbre, et ça compte. Patrick, tu dis souvent la jubilation. Hier, c'était une journée de jubilation, mais incroyable. Bon, et la jubilation, ça compte. Pour tenir l'action dans le temps, il faut de la joie. Il ne faut pas du rationnel, il ne faut pas de la morale, il ne faut pas de la contrainte, il faut de la joie, sinon on ne sait pas tenir. Alors, la transition produit des résultats. J'ai tenu à mettre cette slide parce que souvent on nous dit, bon oui, comme on ne sait pas trop comment faire, moi je commence par mettre des capteurs, je commence par... Bon. Et c'est bien, on attrape la pelote du systémique par un fil, par un bout de la pelote. Bon. Le risque, c'est de rester dans des actions côte à côte et des actions analytiques et presque alibi, parfois. Combien de fois j'ai des élus qui m'ont dit « Ah si, moi j'ai fait la transition. Tu sais, mon gymnase, là, j'ai mis des capteurs solaires. Ah, » Génial. J'ai 10 équivalents ménages, et rien du tout du dispositif n'a changé, mais ils ont fait la transition. Bon. Moi, je tiens à dire ici que c'est parce qu'à Los Angeles, il y a une prise en charge citoyenne, et ça a été toute la journée d'hier, impliquant tout le monde, et systémique, c'est pour ça qu'il y a des résultats thématiques énergétiques, agricoles, dans les bâtiments, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment fondamental, après toutes ces années, je veux vous le partager, et notamment parce que comme nous sommes sur un changement sociétal que Los Angeles a vécu, mais que la société découvre aujourd'hui au niveau global, il n'y a pas de transition sociétale sans mobiliser toute la société. Et donc, c'est absolument clé. Au risque de me répéter, ce n'est pas une affaire d'ingénieur. Ce n'est pas une affaire de règles à calcul. On a besoin des règles à calcul et des ingénieurs. Mais ce n'est pas premier. Alors, évidemment, du coup, la question des habitants impliqués et acteurs est majeure. Et c'est une culture, c'est-à-dire que ça ne se construit pas en 2 réunions. C'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont redonner confiance, la transparence, la sincérité. On ne va pas développer ça, là, ce n'était pas prévu. Donc, si je sors de mon topo, je dérape, donc je me referme. Néanmoins,
Si je dis aux gens, venez discuter avec moi du réchauffement climatique, il y a 2 personnes qui vont venir, on va être à 4 avec Julien ou Antoine ou Geoffrey, et on va dire, mais les gens sont cons quand même. C'est grave le réchauffement climatique, ils s'en foutent. Mais non, les gens, ils viennent à partir de leurs besoins. Parce que venir participer, quand on a les enfants à gérer, quand on a des activités sportives, associatives, culturelles, quand on a le boulot, etc., c'est un coût, la participation. On n'y entre pas par la morale, l'injonction. On y entre par les besoins, par les problèmes. Et ce n'est pas un problème de partir des enjeux particuliers, mais par contre, ça permet de tirer la question plus large de l'intérêt particulier et de l'intérêt général, comment ils s'articulent, comment ils se construisent. Deuxièmement, mettre en coproduction tous les projets municipaux, le skatepark, la route départementale qui traverse Los-Angeles, l'écoquartier, tous nos projets sont en processus de coproduction, ce qui veut dire qu'on a modélisé ça dans un référentiel d'implication citoyenne que vous avez vu hier, que vous pouvez télécharger sur le site de la ville, parce que la participation, c'est high-tech, c'est pas juste dire on se réunit et ouais, tous ensemble, tous ensemble. Dans le meilleur des cas, ça fait un joyeux bordel, mais ça ne produit pas de construction collective utilisable, si je puis dire ainsi. C'est, troisièmement, le soutien à tout ce qui vient des initiatives habitantes, la reconnaissance du droit à l'initiative, ce qui veut dire la reconnaissance du droit à l'erreur, ce qui est absolument fondamental. Et donc, l'exemple du 50-50 est magique, là, je n'aurai pas le temps de décrire aujourd'hui, ça a beaucoup été décrit hier, j'en profite pour dire que tout ça est documenté, vous allez sur le site internet de la ville, vous avez plein de choses là-dessus, on va vous remettre un document de synthèse à la fin de la séance, donc vous aurez des choses, excusez-moi, je suis obligé de survoler un peu ces sujets-là, mais c'est fondamental parce que ce n'est pas juste partir des problèmes et leur dire venez travailler avec nous, c'est dire ce qu'eux ont envie de faire, écouter ce qu'ils ont envie de faire et les accompagner dans un processus. C'est très important. J'en profite pour dire une phrase à cet endroit-là. Pour moi, quand les pouvoirs publics, les institutions, les collectivités peuvent se combiner avec la dimension individuelle citoyenne de chacun, avec les habitants, alors les pouvoirs publics et les habitants, ça donne de la puissance publique. La puissance publique pour se saisir des choses. Et l'articulation des deux est une clé fondamentale de la capacité à refaire société et à reproduire des résultats. En tout cas, c'est ma conviction absolue. Derrière tout ça, c'est des dispositifs d'appui, de formation, de reconnaissance, les TEDx qui mettent à l'honneur des habitants qui sont sortis de leur moule, qui ont pris des risques et qui se sont engagés sur la sphère publique. Et donc les questions de reconnaissance, je cite souvent le sociologue Todorov qui a écrit des choses magnifiques là-dessus, sont fondamentales. On est dans des absences de reconnaissance dans nos modèles d'individualité côte à côte, et donc c'est une question fondamentale. Et enfin, du coup, ça nous donne le forum citoyen, Fait in Laws, animé par Christine Sievnard et toutes les équipes qui sont ici présentes. Alors bien sûr, tous les élus lossois sont derrière tout ça. Hein. Le problème, c'est que j'ai commencé à en citer un. Ah, j'aurais pas dû. Tout le monde, voilà. Et donc ce référentiel. Alors, dans les résultats sur les questions de nature, espace vert, biodiversité, là vous avez quelques exemples, pour les illustrer. Alors, je cite juste quelques chiffres, parce que là, pour le coup, je prends 2 heures, sinon si je rentre trop dans le détail, mais en gros, retenez que nous avons une généralisation de tous les systèmes de récupération d'eau, ce qui fait qu'on a à peu près 100 mètres cubes d'eau qui sont stockés. Alors, comme dans le Nord, il pleut quand même en moyenne tous les 3 jours, c'est pour ça qu'on est la meilleure terre à patates du monde, et c'est pour ça qu'on mange beaucoup de frites, c'est ce que disent les agronomes, donc pas moi qui le dis. Du coup, quand on est à 3 semaines, 1 mois d'autonomie, ça nous permet de... évidemment, si on a 4 mois de sécheresse, ça devient un peu plus difficile. Néanmoins, c'est très intéressant la question de l'eau, parce que c'est pratico-pratique, ça se paye. Dans l'eau de monsieur ou madame Veolia, on met des pesticides pour qu'elle soit comestible, et c'est avec ça qu'on arrose les terrains de foot. Non mais franchement, est-ce qu'il faut payer Veolia pour mettre des pesticides sur un terrain de foot ? Et je vous partage ça, parce qu'une de mes premières expériences qui m'a bouleversé, c'est quand on a mis les premières cuves au stade Catio de notre stade de foot, de notre équipe de foot, et que je vais à la buvette, évidemment, du match, parce que c'est aussi là que ça se joue, c'est là qu'on apprend des choses, n'est-ce pas, Geoffrey, qui vient du club de foot, qui était gardien de notre club de foot, et que j'explique ça sur la défensive, en disant on a dépensé de l'argent pour finalement un truc qui n'était pas obligatoire. Et que je raconte ce que je vous dis là, ils sont tous là avec leurs canettes, vous imaginez, une buvette de club de foot, ils me disent, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant ?
Et là, ce jour-là, c'était une révélation pour moi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses comme ça qui, pour les habitants, sont du bon sens. Isoler les maisons, c'est du bon sens. Limiter, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des chocs culturels, hein. Zéro phyto, d'un côté c'est du bon sens, mais il faut démontrer que ça permet le retour des abeilles, ça permet le retour des hirondelles, enfin on va aller faire des médiations sur des éléments qui sont familiers aux habitants. D'ailleurs on a un suivi des hirondelles au nid, hein, avec le CPE de la chaîne des terries, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives, les habitants nous appellent quand les hirondelles arrivent. Allô, la mairie, les hirondelles sont revenues chez moi. Ok. Si elles sont encore là dans 3 semaines, vous nous appelez, parce que ça veut dire qu'il y aura des jeunes, et on va toutes les baguer au nid avec le CPE de la chaîne des terries, sciences participatives. Et quand vous discutez avec les gens et qu'on découvre que les hirondelles, où est-ce qu'elles chassent? Au-dessus de la ville. Elles ne sont plus sur les champs. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. D'un côté, il y a 0 phyto, de l'autre côté, il y a 100% de phyto. Et donc, c'est la même chose avec les abeilles. Et au travers de ces petites médiations-là, vous faites accepter l'idée qu'on ne va pas être attaqué par les mauvaises herbes parce qu'on arrête le 0 phyto. Non, on ne va pas être nul parce qu'on fait de la gestion différenciée, qu'il y a des herbes qui poussent, comme disait Bertrand Combec, il est peut-être dans la salle. Il dit, mais moi, mes gars, ils vont sur le terrain. Alors, les habitants disent, bah alors, c'est quoi votre truc là, à cette heure, vous ne coupez plus les herbes. Enfin, en gros, à quoi on vous paye, quoi? Oh ben je ne sais pas mis, hein, chez Schmer. Schmer, il ne veut plus qu'un coupe. Bon, vous avez compris, je pense, hein, quand même, pour ceux qui ne sont pas de là. Bon, et alors on a pêché par manque de pédagogie, on apprend. Hein, voilà. Bon. Mais la transformation culturelle d'accepter une ville où il peut y avoir des mauvaises herbes, comment on peut dire ça? Des herbes, enfin des plantes qui poussent, mais en face de ça, d'une vie sans pesticides, d'une vie sans cancer, sans leucémie pour les enfants, avec le retour des animaux. C'est un travail de transformation culturelle et c'est intéressant. Alors, j'ai dérapé. Et donc, gestion différenciée, vous l'avez vu hier, les plantations de haies, les prairies fleuries, bon, tout ça, je l'ai évoqué. Énergie, éco-construction, c'est extrêmement important. Ouais, j'ai dérapé. Puisque c'est à la fois baisser les consommations, donc généralisation de l'éclairage public en LED, déclenchement quand les habitants passent en dessous, extinction de l'éclairage, oui, on a 30 minutes, j'ai vu. Bon, voilà, c'est donc finalement le premier sujet, c'est la question de la sobriété active et donc d'arrêter de dépenser des énergies là où ce n'est pas utile. Deuxièmement, produire des énergies renouvelables, donc le solaire et tout, je vais en parler avec le plan solaire. Transformer les modes de transport, ça fait des années que tous nos véhicules sont gaz naturel véhicules. Je continue à ne pas comprendre pourquoi ce n'est pas généralisé partout. Ça fonctionne très très bien, véhicule à assistance électrique, voilà, ce sont des exemples, je suis obligé de cibler, hein. Vous aurez tout ça dans les documents bilan. Hein. Éco-conception des logements, je vous l'ai dit, éco-construction depuis 1997, donc on a toutes les technologies d'éco-matériaux et avec plein d'opérations, du logement social, du logement standing, du logement, des bâtiments publics, enfin on a à peu près toutes les typologies, ce qui d'ailleurs explique que la Fédération du bâtiment est venue s'installer à Los, qu'on a commencé à avoir des centres de recherche, c'est-à-dire que le fait d'explorer des innovations et de les avoir en monde réel offre un terrain d'expérience à des professionnels qui savent qu'ils doivent transformer. Et donc progressivement la ville passe de dernier de la classe à une ville qui innove, et à un moment donné, à une ville où on commence à venir dire, comme l'a dit la Fondation d'Auteuil, je me rappelle de ce rendez-vous où le responsable régional, qui était une responsable nationale, me dit « Est-ce que vous acceptez qu'on s'installe à Los Angeles ?» Quand vous êtes maire d'une commune du bassin minier et qu'une structure vient vous apporter 60 emplois et vous dire « Je vais former 300 jeunes dans les métiers de les métiers de l'éco-construction », c'est le paradis. Bon. Et donc, la situation se renverse, progressivement Los Angeles devient un lieu, je dis souvent ce mot, the place to be. Los Angeles est the place to be sur les questions d'éco-construction et pas seulement. Et donc, derrière ça, c'est la modification de la commande publique. Tous nos appels d'offres sont en économie circulaire, avec les clauses carbone, etc. Pas le temps de développer. Et du coup, le développement de filières économiques. Derrière tout ça, c'est de la création d'emplois. Je passe un peu vite, excusez-moi, j'accélère. 25 emplois créés dans la transformation de l'agriculture vers le bio. 25 emplois sans qualification. Là aussi, pour un maire, c'est fondamental. On a une population, on n'est pas à Neuilly, on n'est pas à Villeneuve-d'Ascq,
on est dans le bassin minier. Et donc, il faut pouvoir accueillir, proposer des emplois d'ingénieurs, parce que c'est aussi chez nous, comment on appelle ça, pas la diversité, comment on appelle ça, la mixité sociale. Ce serait avoir un tout petit peu de riches, quoi. Des fois, je dis même 1 ou 2 bobos, ce serait bien, quoi. Hein, 2, même peut-être 3, 4 bobos. Bon, voilà. Nous, la mixité sociale, c'est ça. C'est pas mettre des pauvres au milieu des riches. Bon. Et donc, du coup, par rapport à ça, effectivement, des taux de chômage nettement inférieurs à ceux de l'agglo et plein de modèles économiques alternatifs, mais je ne peux pas déployer. Le système alimentaire, c'est une bascule vers le bio, alors qui est passé, là aussi, je vous renvoie aux publications, mais qui en gros nous amène à ce que 21% de notre surface agricole utile est maintenant basculée en bio, et que ça monte puisqu'il y a des terres sur les communes autour. Il y a une CUMA coopérative qui s'est mise en place, qui facilite le passage au bio, parce que le passage par le collectif facilite considérablement les transgressions aux normes sociales. Et donc, c'est devenu tendance maintenant, et ça tire vers l'agglo, avec tout ce qui est logique, vente directe, restauration. Le dialogue territorial, magnifiquement mené par Laurence Durier, comment réarticuler le monde agricole, le monde minier, des mondes post-miniers qui s'ignorent de plus en plus, qui ne se tolèrent pas, et avec chacun des bonnes raisons d'en vouloir à l'autre, et qui s'est notamment traduit par un événement culturel, parce que tout ça, la mise en récit passe par de l'écoute, des portraits d'agriculteurs, de la compréhension de où ils viennent, de l'après-guerre, de la modernité, comme dit Latour, de comment la question de la modernité les a envahis et comment aujourd'hui sortir de ces systèmes, de ces pièges. Enfin, on décrypte tout ça. Désolé, là, il faudra un colloque, rien que sur ce sujet-là. Les jardins partagés, les associations d'insertion, le développement de ceintures maraîchères, de riviera comestibles, de récupération avec les anges gardiens qui sont sûrement dans la salle, de récupération de fonds de jardin pour y mettre des fruits rouges, de récupération des friches, un peu partout. Hier, vous avez vu, ça produit du légume, ça produit un petit peu de tout, voilà. Et puis les paniers solidaires. Et tout ça nous donne donc des résultats. J'ai donné quelques exemples de résultats analytiques, pardonnez-moi de ne pas plus développer, mais surtout, ça donne des résultats systémiques. C'est-à-dire ça donne des résultats qui découlent d'un changement de posture et ça fait système, quoi. Quand les questions économiques, les questions sociales, les questions environnementales et les questions de gouvernance arrivent à s'articuler, alors ça fait système. Et là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que ça donne des ressources. Et au cœur de cette question-là, la capacitation, retrouver du pouvoir d'agir. Si vous voulez être branché, ici il y a des gens dont c'est l'expertise, mais un autre qui n'ont jamais entendu parler de ça. Vous dites, dans un colloque ou dans une réunion, de l'empowerment, retrouver du pouvoir d'agir. Ça, c'est vachement branché. Ça veut dire retrouver prise sur sa vie, sur son destin, sur sa capacité d'être présent à soi-même et au collectif. Je rappelle que nous sortons d'énormes problèmes d'estime de soi et on s'excuse d'exister quand on est originaire du bassin minier. Donc ces résultats systémiques, c'est le vivre ensemble. Par exemple, 4 fois moins de plaintes entre voisins que dans les communes autour. Par exemple, un effondrement des attaques sur biens publics. Ce qui ne veut pas dire que les Lossois soient cool, hein, ils peuvent se battre comme les autres, hein, ou avoir des violences conjugales. On est comme les autres. Enfin, globalement, pas tout le monde, heureusement. Bon. Mais ça existe. Par contre, tous nos indicateurs, par exemple, sur les dégradations d'écoles, les tags, etc., sont effondrés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire de police qui dit c'est très étonnant ce qui se passe chez vous. Tadao, société de transport, qui dit j'ai pas d'attaque sur les chauffeurs, j'ai pas de problème sur les abribus, etc. Donc c'est pas nous qui l'inventons, c'est les gens qui observent que le vivre ensemble, l'apaisement sociétal. Geoffrey, tu me disais qu'à lors de ton élection, les élus des communes autour disaient c'est très étonnant, on a l'impression que tout est apaisé chez vous, tout est cool. Et évidemment, tout autour, il y a plein de combats politiques, bon, et c'est tendu. Mais c'est une ressource incroyable que d'avoir du vivre ensemble. Ça ne se mesure pas, enfin ça ne s'évalue pas de la même manière. Retour de la confiance en soi, en moi, en mes élus, en mes voisins. Quelle valeur ça a, c'est absolument extraordinaire. Retour de la capacité d'initiative et émergence de talent. Du coup, ça génère des compétences collectives, de la capacité à entreprendre ensemble. Par exemple, derrière le Covid,
une capacité incroyable à avoir des gens qui voulaient aller. On n'avait pas assez de personnes isolées, quoi. Les gens disaient, mais moi je veux m'occuper de quelqu'un. Ah oui, mais on va vous mettre à deux sur une personne, quoi. Vous irez chacun à votre tour. Mais vraiment, il y avait une demande de ce type. Enfin, je passe sous le couvert de mes amis qui sont là et qui hochent la tête. Bon, ça, c'est quand même incroyable quand vous habitez dans une commune où ces valeurs-là sont considérablement développées. Changement d'image du territoire. Alors, si on le présente de l'autre côté, c'est marketing territorial. Ça, bon, changement d'image. Nous ne sommes plus les derniers de la classe. Les terris de Los Angeles sont toutes les semaines dans la Voie du Nord. Au niveau national, ça regorge. Là, le dernier en date, c'est un 8 pages dans La Croix Magazine. Et il y en a tout le temps et partout. Et donc, une fierté d'être Lossois. Alors, j'ai 8 minutes de retard, mais j'avais 5 minutes de marge. Donc, j'avais anticipé le coup. Changement d'échelle. Nous participons des territoires à énergie positive au niveau français. Et donc, la question notamment que nous avons depuis le début avec l'ADEME, c'est de dire, OK, on finance un démonstrateur, mais parce que l'ADEME nous a évidemment considérablement aidés en ingénierie. Je profite pour remercier l'ADEME officiellement de toutes ces années. Comment on passe d'une expérimentation locale, territoriale, à la question de la massification et comment développer une économie territoriale durable, faire système. Alors, je prends l'exemple du plan solaire, il est tellement magnifique. Nous démarrons par des capteurs solaires au pied des terris. Pourquoi? Parce qu'il me semblait fondamental, nous qui étions l'incarnation du charbon, Julien, ta formule, c'était les terris incarnent la dette en carbone. Notre contribution au dérèglement climatique. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous étions la seule visite de terrain de la COP 21 quand la France a eu... Bon, malheureusement, il y a eu les attentats du Bataclan. On avait un TGV de 520 personnes rempli de personnalités du monde entier, de chefs d'État qui venaient à Los Angeles. Vous imaginez ce que ça aurait été? On serait montés au terri ensemble. Bon, mais Cazeneuve m'a appelé et il m'a dit on ne peut pas mettre un sniper derrière chaque caillou. Enfin, un sniper, on ne peut pas mettre un policier qui surveille les snipers avec des chefs d'État qui se promènent sur le terri déloyés comme un tchèque qui en enlevait le laisse, quoi. Bon, alors, du coup, nous avons dû interrompre cette affaire et nous avons ensuite fait l'établissement personnes âgées, les services techniques, puis l'Église, donc construction de la communauté catholique, capacitation de la communauté catholique. Excusez-moi, je le fais tout le temps, mais on invite le pape. Bon, il n'est pas venu, mais du coup, tous les cathos de l'os venaient me dire, mais vous savez, monsieur le maire, le pape, il a beaucoup de choses à faire, il ne faut pas lui en vouloir. Hein, bon. L'évêque nous a fait une lettre incroyable, l'Église prend sa part de la transformation du monde, il y avait l'encyclique Laudato Si. Quand vous avez la communauté catholique qui se met à devenir l'ambassadeur de votre ville, c'est une puissance infinie. Ça passe dans toutes les revues catho. Et à partir de là, on s'est dit, il faut capitaliser là-dessus. C'est comme ça qu'on a décidé de faire la SAS, Société par Action Simplifiée. Grâce au protocole ADEME, on a pu avoir des ingénieries sur les modalités de gouvernance, les modalités économiques. Et nous avons développé ce centre solaire. On a fait toutes les toitures qui sont là. En gros, c'est toutes les toitures publiques utilisables. Les écoles, les salles de sport, vous les avez vues hier pour ceux qui étaient là. Le problème, c'est qu'on a trop de sous et qu'on n'a plus assez de toitures. Donc je lance un appel, si vous avez des toitures, prêtez-les-nous. Nous, on veut développer le solaire. On a l'argent pour le faire. Ce qui retourne complètement la question. Et quelquefois, je fais un petit coucou aux amis d'Écosse et Cévennes, où sont-ils? Voilà, ils sont là-bas, et qui sont venus, qui ont fait 1000 km pour être là. Et je leur dis toujours, enfin, c'est quand même incroyable, enfin, je ne veux pas vous viser, mais je vais dire Perpignan plutôt. Hein. Il y a à peu près 2 à 3 fois plus de soleil que l'os. Et on va peut-être être la première ville de France intégralement couverte de capteurs de solaire. C'est un truc incroyable, avec une société par action simplifiée qui du coup va chercher Lens, les communes autour, s'étend au pôle métropolitain, et donc on est dans la question du changement d'échelle. Et on retrouve les énergies renouvelables, l'implication habitante, des nouveaux modèles économiques, de la généralisation du changement d'échelle, du changement d'image. Le Nord, Los Angeles, pays du solaire. C'est un truc incroyable. Qui nous aurait dit ça il y a 30 ans? Rappelez-vous, les amis, je parle aux élus là, qui étaient déjà dans le mouvement. Voilà. Donc, je ne vous dis pas les chiffres, vous les trouverez dans les documents. Hein, Allez. En plus, on a délibéré
pour que chaque enfant qui naît à Los ait un capteur solaire en cadeau, l'équivalent d'un 50 €. C'est tout bête, mais si vous lui offrez un livret de caisse d'épargne, 50 €, vous aurez un capteur solaire. Ce n'est pas du tout la même stratégie de changement d'imaginaire et de récit. On revient à ces questions centrales. Alors, la base 11-19 et du coup devient un totem. Une politique publique ne peut pas être basée que sur des totems, du clinquant et du marketing. Parce que c'est faux, c'est pipeau. Par contre, une politique de fond doit trouver ces totems pour illustrer, incarner et créer les effets d'adhésion. La toiture solaire de l'église est un totem. Et le 11-19, où nous étions hier pour grimper au terri, est un totem incroyable. Le temple de cette énergie productiviste 19e, 20e, transformée en lieu de recherche, développement, avec culture commune, scène nationale, avec Centre de développement des éco-entreprises, avec le CERD qui est ici présent, Centre ressources du développement durable, le CPIE de la chaîne des terris. En gros, les questions d'éducation, de citoyenneté, de transformation de regard, d'émergence de nouveaux modèles économiques, c'est tout à fait énorme. Et donc le 11-19, c'est le passage du 19e au 21e siècle. Et ça l'incarne, et en plus c'est classé patrimoine mondial, et ça crée de l'emploi, ça nous amène à cet écosystème. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire à chaque fois cette petite remarque, mais quand vous êtes dans des milieux comme il faut, économiques, politiques, etc., et que vous dites, quand vous êtes un écolo comme je suis, et que vous dites que nous avons créé un pôle de compète, on ne dit pas de compétitivité, ça, non, quand on est dans les milieux branchés, on a un pôle de compète. Les gens se retournent et disent, ah bon, vous avez un pôle de compète? Sur quoi? Ben, sur l'économie circulaire. Ah bon? Ah bon? Ça change tout. Même sur les standards des modèles classiques, nous sommes capables d'apporter des réponses. Ça légitime les modèles de capacitation citoyenne, d'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire, etc. Enfin, ce pôle de compète, il n'est pas non plus fait pour faire de l'armement, hein. Il est fait pour développer l'économie circulaire, donc les écomatériaux. Donc ça pose la question du sens, des finalités et de à quoi tout ça sert. Donc voilà, vous les avez, Rifkin parlait de la... Comment il disait? Pas la vallée de l'éco-transition. Tu te rappelles plus, Julien? Non, je l'ai perdu. Enfin, il y a un terme anglais et Rifkin, l'américain, bon voilà, bon, qui venait nous donner un label, enfin, venu d'Amérique sur les terris, quoi. Ça le fait. Bon voilà, c'est pour dire que, vous voyez, ça c'est les processus de changement d'échelle sur le 11-19, de comment on est parti d'action publique, puis progressivement de l'arrivée d'acteurs privés, associatifs, puis à un moment donné, eh ben, ça se développe tout seul. Nous sommes devenus démonstrateurs de l'ADEME, mais j'y passe pas de temps puisqu'on va en parler tout de suite avec Éric Vidalinck. Et c'est comme ça que nous arrivons à la fabrique des transitions. La fabrique des transitions, c'est quoi? C'est de dire que les questions aujourd'hui de transition deviennent absolument fondamentales au niveau mondial, pour tout le monde, pour la survie de notre mode de vie. On va vers des affrontements pour les ressources, on va vers des affrontements pour des gens qui vont devoir migrer, on va, à cause des problèmes de dérèglement climatique, enfin, on va vers des déstabilisations mondiales et c'est angoissant. L'éco-anxiété chez les jeunes est devenue un problème majeur, majeur, majeur. 75% des jeunes dans 5 universités d'Europe disent avoir déjà connu des épisodes d'éco-anxiété sérieux. C'est notre jeunesse. Et donc, l'urgence de la transition est requise. Ce n'est plus une option. Et, excusez-moi, hein, on ne peut plus tortiller du cul sur les questions de transition. Il faut y aller, il y a urgence. Et donc, ça veut dire que nous avons créé, avec Julien et moi, et les équipes de l'OS, avec des territoires qui sont ici dans la salle, on a, avec l'appui de l'ADEME, on a commencé à regarder comment le code source, que je vous présenterai tout à la fin de la présentation, le code source qui résume l'ADN de l'OS, eh bien comment ça peut se décliner dans d'autres territoires, se décontextualiser, tu dis Julien, hein, évidemment le Sanguel est singulier, d'ailleurs il y a même des gens qui me disent oui mais toi c'est pas dur, vous étiez tellement dans la merde que vous étiez bien obligé de faire quelque chose. Et c'est pas faux. Quand l'eau descend des montagnes, comment aller dire aux gens des montagnes qu'il faut rentrer en transition alors que l'eau, c'est les torrents qui s'écoulent? Donc l'effet de révélation chez nous et l'effet d'avoir tapé dans le mur est un des stimulants à la mise en mouvement. Bon. Et donc on décontextualise et on est arrivé à une alliance qui regroupe aujourd'hui à peu près 400 organisations et des individus à côté en plus, qui développe autour de ces questions c'est par les sciences humaines et sociales qu'on va faire avancer la transition,
qui développe une communauté apprenante avec communauté apprenante globale, comment tout le monde est apporteur de ressources et se nourrit des ressources des autres. Et c'est un des éléments de la conduite de changement que de travailler en collectif, en communauté apprenante. C'est pas je vais t'expliquer ce qui est bon pour toi, ou je vais te faire un raisonnement mathématique ou physico-chimique. Non. C'est dans ce qu'on fait actuellement, dans les échanges que nous pouvions avoir hier et que j'espère nous aurons aujourd'hui, qu'on construit ces conduites de changement avec des communautés apprenantes thématiques sur tous les fondamentaux. Donc je vous renvoie à la charte d'alliance. Et de l'autre côté, de l'accompagnement de territoire. Et avec donc, territoire en cohorte, c'est-à-dire qu'on n'est pas des consultants, on n'est pas des prestataires, on accompagne des groupes de territoires, alors qu'on l'a fait avec l'ADEME, la première cohorte de 10 territoires au niveau national, puis on l'a fait à la demande de l'ANCT sur les 62 territoires du plan Avenir Montagne, donc on est à grande échelle. On a 4 régions qui nous sollicitent pour développer dans les régions des cohortes de territoires. On a des annonces peut-être dans les semaines qui viennent, je ne peux pas en parler aujourd'hui, à beaucoup plus grande échelle sur 100 territoires en France. Bref, nous sommes dans du décollage vertical, avec un appétit et une confiance dans le fait que les méthodes que nous proposons permettent de débloquer des situations que les sciences de l'ingénieur ne permettent pas de traiter à l'échelle systémique. Et du coup, cette fabrique des transitions, pardonnez-moi, du coup, voilà. Bon, enfin voilà, ça se développe, ça marche. Un des enjeux, c'est de créer des communautés d'élus qui puissent être en position de partager, des communautés d'agents, parce que ça c'est une expression de Julien, les 4 fantastiques, du nom d'une BD, d'un comics, comme on dit, les 4 fantastiques, c'est les élus, les agents des collectivités, les acteurs de terrain, socio-économiques, associations, et l'État déconcentré, puisqu'il tient le réglementaire. Et les transitions dans les territoires marchent quand ces 4 acteurs-là arrivent à s'aligner et à construire ensemble. Et donc la question de la transition devient, Olivier qui nous parlait de coopération tout à l'heure, un enjeu d'agencement d'acteurs et de coopération d'acteurs pour dégager une vision et se mettre en mouvement. Ce qui change, vous le voyez bien, le métier des élus, le métier des agents de la collectivité, le métier des acteurs de terrain et le métier de l'État. Nous devons tous, dans nos grades et qualités, si on peut dire, avoir cette transformation de nos postures et de dire comment on est en situation de construire des collectifs de transition et coopérer, c'est opérer ensemble. Donc la question de la confiance est au cœur de cette question. Et donc, on voit bien que ça change fondamentalement les méthodes. Les méthodes descendantes ne peuvent plus fonctionner. Ce sont les méthodes horizontales. Le fait de cacher des informations, ça ne peut plus fonctionner. Il faut de la transparence, il faut que tout le monde ait accès aux données. Enfin, là, ça tire un champ considérable de transformation intime, avec en plus le fait que la transition, nous sommes tous, plus ou moins, parents, grands-parents, enfin, on est tous des humains. Et donc, la question de la transition n'est pas juste un job. C'est une des raisons qui m'amène souvent à dire il y a la gouvernance mode gestion, en gros routine, formulaire, porte fermée dans les administrations, mode gestion, on gère les cimetières en mode gestion par exemple. Bon. Mode projet, qui est comment on fait apparaître une perspective, on met des pilotes transversaux, on casse les codes, on est obligé de mettre en place des coopérations. Et mode transition, où se rajoute au mode projet la dimension intime. Parce que quand vous expliquez aux gens qu'il faut changer l'alimentation ou le mode de mobilité, vous vous questionnez vous-même. Et donc, c'est interagi avec nos propres attitudes. Ce qui est une des raisons, d'ailleurs, signal d'alerte, qui fait qu'à Los Angeles, j'ai connu plusieurs burn-out de gens qui s'investissaient à fond parce que le challenge était magnifique, mais qui, du coup, y passaient leur vie, leur personnalité. Donc là, j'allume ce petit clignotant. On ne part pas en transition à 18h en disant « allez, à demain hein. ». Non, c'est plus compliqué que ça. C'est de l'engagement, ça requiert de l'engagement. Ce qui m'amène d'ailleurs à dire que j'ai oublié que dans la fabrique des transitions, du coup, les 4 items, les 4 enjeux majeurs qu'on a identifiés dans ce référentiel des villes pilotes et territoires, c'est 1, les théories de l'engagement, d'où par exemple le fait que les questions d'identité sont centrales, parce que les questions, il ne faut pas laisser l'identité aux identitaires, il ne faut pas laisser l'extrême droite se saisir de ces questions-là. Il faut revendiquer les questions d'identité. C'est l'une des raisons d'UNESCO, savoir qui on est pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Si on s'excuse d'exister, on ne peut pas s'ouvrir à l'autre. Et on ne peut pas accueillir l'altérité de l'autre, du monde. Donc, les théories de l'engagement, les théories de la systémie,
transversalité, les théories de la coopération, comment on coopère, c'est un travail, il faut un cadre de coopération, enfin c'est un boulot, et enfin comment on mesure la nouvelle valeur produite par typiquement la fable des confitures, je n'ai pas le temps de vous raconter, mais des mesures de la valeur qui ne sont pas des valeurs qui sautent aux yeux. Voilà. Alors, l'ADEME nous a permis une évaluation, et Quadrant Conseil, je ne sais pas si je vais avoir le temps de le dire dans le détail, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'ADEME nous questionnait... L'ADEME a développé, Quadrant Conseil, une stratégie sur plus de 100 entretiens à Los Angeles, dans l'agglo, au niveau régional, dans la méthode qu'on appelle l'analyse de contribution, pour identifier les critères qui faisaient que ça marchait à Los Angeles. Parce que la question c'était, y a-t-il des résultats, y a-t-il des transformations de l'action publique? Et la réponse était oui à tout. Alors, on attendait les résultats, mais c'était oui, bon, c'était bon. Et il décryptait le pourquoi. Comment agir à plusieurs échelles, du local au global. Si on agit qu'à une seule échelle, on ne tient pas l'approche systémique. Et donc ça veut dire que ça transforme l'action collective et l'action publique. Deuxièmement, penser d'emblée systémique et globale pour concevoir l'action publique, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans des logiques où chacun est dans son tunnel et qu'en permanence on se repose la question de comment ça fait global les systèmes. Comment recourir à l'expertise externe, et je dirais même à se nourrir des processus d'apprentissage des autres et d'aller chercher, ne pas réinventer, ne pas vouloir tout refaire soi-même chez soi et se nourrir, d'où les logiques de communauté apprenante par exemple. Co-construire et partager un récit. Je l'ai déjà beaucoup dit, vous voyez bien que la courbe que je vous ai mise, c'est la courbe du récit et que donc elle est au cœur de la réussite de Los Angeles. Agir sur le cadre de vie. Dans l'analyse des contributions, une dame de la Cité Belgique, pour les Lossois qui sont là, qui dit « Le seul moment joyeux de ma journée, c'est quand je traverse le terri qui a été réaménagé. Il y a des fleurs, c'est beau. » Et moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre à quel point la question du beau était importante. J'étais dans la morale, j'étais dans la contrainte, j'étais dans le... Voilà, non. Il faut accueillir, et le fait que la ville soit belle est un élément. Les gens se sentent plus beaux quand ils se sentent dans un quartier qui est beau, tous les urbanistes savent ça. Mettre en place des dispositifs d'implication habitante, laisser aux agents des marges de manœuvre. J'ai tellement d'exemples de comment les services techniques, avec Didier Caron, avec Bertrand Combec, les services de la ville, sont des sources d'invention incroyables. Et donc, comment on arrive à laisser vivre ça ? Profiter des expériences personnelles, c'est-à-dire, par exemple, Didier Caron était le président de la société de chasse. Les chasseurs et un écolo, c'est la lutte des classes. Revisiter, on se regarde comme ça, etc. Didier, il était dans l'action publique et il était chez les chasseurs. Résultat, on a fait des actions de plantation de haies, de biodiversité, et aujourd'hui, les chasseurs me disent, dans la zone bio, il y a une centaine d'hectares, on retrouve du gibier, monsieur le maire. Sous-entendu, merci. Alors bon, ça m'embête qu'ils tirent dessus, ok. Mais néanmoins, on n'est pas en guerre, quoi. Et ça fait aussi partie des façons de faire système. Et enfin, les groupes d'interconnaissance, mais donc j'accélère. Alors, je termine là-dessus. Je vais être dans les temps, finalement. Quelquefois, les gens, ils sortent leur smartphone, ils prennent ça en photo. Mais là, vous l'aurez dans le document. Donc, mais il y en a quand même qui sortent leur smartphone. Tout est dit, là. Tout est dit. Je le reprends. Pardon. Je le reprends. Vous voyez, ça, là, c'est un socle pour donner du sens. Le socle de départ, on ne peut pas demander à un territoire de se transformer si on lui demande de se renier. Donc, le socle de valeurs qui constitue le territoire est fondamental. Qui on est, de quoi on est héritier, qu'est-ce qui nous fonde, qu'est-ce qui compte pour nous. Socle de valeurs qui, du coup, permet un travail sur la mémoire, qu'on a commencé, nous, avec les Goéliades. On a fait, par exemple, des DVD sur les différents métiers de la mine, la reconnaissance. Les gens qui sont venus de Pologne sont venus pour travailler au fond de la mine. C'est pour ça qu'ils sont là. Si on s'excuse d'avoir été mineur, mais on s'excuse d'exister, une fois encore. Donc, le travail sur la mémoire est fondamental. Il permet de questionner de où je viens, où je suis aujourd'hui, et donc de penser en trajectoire, vers où ça me mène. C'est comme ça qu'on introduit les questions de vision.
C'est pas la vision, c'est pas Bernadette Soubirous a vu la Vierge à Lourdes. Ça, c'est peut-être un fantasme, hein, je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme ça que ça se construit un projet de territoire, une vision de territoire. C'est quelque chose qui progressivement se définit, qui part de la réalité de notre territoire et qui, dans le processus collectif, nous amène à complètement autre chose. Donc la question de l'approche narrative, de la mise en trajectoire, nous permet d'avoir un socle pour donner du sens et de travailler sur le temps long. C'est une des choses qui m'a été dite hier, ce qui a frappé des visiteurs, c'est comment vous, en fait, vous êtes en permanence dans un raisonnement temps long, temps court, mais je vous fais un petit teasing, c'est ce que je vais prendre là pour la conclusion, donc je ne dis pas tout à cet endroit-là, pour garder mon petit effet. Donc ça, c'est le socle. C'est le socle sur lequel, dans l'observation de Los Angeles, et que moi j'ai vérifié partout, même dans des entreprises, c'est par exemple l'esprit d'entreprise, les grandes boîtes qui ont une culture d'entreprise, comment c'est fondamental. À un moment donné, arrive la question des leaderships coopératifs qui vont permettre une organisation collective, mais qui assument ce que M. Patrick Vivray, ici au premier plan, appelle le PFH, le putain de facteur humain, et qu'il appelle aussi le précieux facteur humain. C'est-à-dire que ce ne sont pas les organisations qui font des pas de côté. Ce sont les individus dans les organisations qui les font bouger et qui leur font faire un pas de côté. Ce qui veut dire que la question de ces leaderships n'est pas, je dis souvent, ce n'est pas un leadership à la De Gaulle, surplombant. Ce sont des nouveaux leaderships qui doivent être au service, Patrick, tu appelles ça des leaderships de service, être au service d'un processus. Et oui, ça passe par des engagements, je l'ai dit tout à l'heure. Le premier engagement, c'est l'engagement humain. Et donc, les leaderships, si vous avez fait le tour hier à Los, vous avez vu différents types de leadership. Vous avez vu les leaderships politiques qu'on peut incarner, Geoffrey et moi, sous nos formes diverses, ou les adjoints dans leur champ de compétences qui exercent des leaderships. Ça peut être des leaderships associatifs, ça peut être Thierry Baillet, leadership sur le monde agricole, et ainsi de suite. Et donc, le travail sur comment on fait émerger ces nouveaux leaderships, comment leur activité, leur posture, la question des savoir-être devient centrale avec tout ce que je vous raconte, devient stratégique. Les 4 piliers, implication habitante, bon ça je pense qu'on l'a bien décrit, pensée et action systémique, ce qui veut dire que ça transforme l'action de la municipalité, par exemple au niveau managérial. DGS à Los, ce n'est pas du tout DGS comme dans d'autres communes. Ça veut dire qu'il y a des chefs de projet, il y a des groupes de pairs, il y a de l'accueil. Je salue Laurent Fussien qui nous a rejoint, qui anime la communauté apprenante sur les questions managériales, qui vient de Malonnet, de Normandie, au niveau national. Il ne peut pas y avoir de transition sans transformation des modèles managériaux. Ce n'est pas possible, puisqu'il faut travailler en transversalité, en systémique et en mode projet. Et donc, il y a tout un champ, d'ailleurs il y a des gens de CNFPT, de l'INET qui sont avec nous, c'est aussi leur cœur de métier, je les salue, et on travaille beaucoup avec eux parce que c'est stratégique. L'innovation, puisqu'il va falloir aller vers un nouveau modèle, ben oui, ça passe par de l'innovation. Alors pas forcément aller sur la Lune, ça peut être des innovations sociales multiples. Hein, ceux qui me connaissent savent que je ne peux jamais résister à ce bon mot qui est de dire une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc, comment faire des politiques publiques de la désobéissance? Ça, c'est intéressant, ça change les perspectives. Bon, pas la désobéissance pour brûler un feu rouge, mais la désobéissance pour des nouveaux process de construction d'intérêt général. Et je peux vous dire qu'à Los Angeles, on en a plein. D'ailleurs, ça nous a valu quelques soucis. Et enfin, je termine par l'étoile et les cailloux blancs. Et là aussi, je le tiens de toi, Patrick, qui l'a formulé, même si je le vivais moi, dans mon fort intérieur. Et c'est pour ça que je suis ravi que tu sois avec nous aujourd'hui, c'est très important. Et les 2 choses qui nous font changer fondamentalement, c'est la peur et le désir. Je dis souvent, si un lion, je pourrais changer, là aujourd'hui, si un guépard ou je ne sais pas quoi, vous courez après, vous n'allez jamais courir aussi vite de votre vie ou un ours. Mais la peur ne construit pas, elle est utile parce qu'elle permet d'éviter le choc. Elle ne construit pas, elle n'est pas féconde. Et donc, il faut que la peur puisse être utilisée à certains moments pour générer des effets salutaires de survie. Mais fondamentalement, ce qui nous fait changer, c'est la question du désir. Alors, je prends toujours cette image. Désolé, certains l'ont entendu 1 milliard de fois.
Si vous êtes vraiment amoureux un jour dans votre vie, ici, là, tous, j'espère que tous, au moins une fois, ça vous est arrivé d'être vraiment amoureux, eh bien, vous êtes capable de faire le tour de la Terre. Ça veut dire que le désir amoureux génère de l'énergie. Le désir, c'est une source d'énergie, finalement, renouvelable. Et donc, cette source d'énergie intime, personnelle, nous fait construire, nous fait franchir des montagnes, nous fait faire des choses incroyables. Et donc, la question de la transition, c'est pas de la mettre dans le mode la morale et la contrainte. C'est pas bien, tu fais ça, ah, c'est pas bien. Ah, il faudrait que tu fasses ça. Plus on fait ça, plus on s'en fait. La question, c'est comment on a des étoiles qui brillent dans le ciel et qui nous font envie. L'étoile, une des étoiles, enfin on en a plein à Los Angeles des étoiles, vous avez remarqué, on a un ciel étoilé. On est allé au patrimoine mondial. Histoire incroyable. On sera peut-être la première ville solaire, les équipes, Geoffrey et tout, je compte sur toi pour qu'on soit la première ville intégralement solaire de France. Quel pied de nez à l'histoire. On est à côté de la Belgique, quoi. Près de la banquise. Et on pourrait être la ville solaire. Ce serait extraordinaire. Bon, ça, c'est des exemples d'étoiles. Et je dis souvent au territoire, je leur dis, c'est quoi vos étoiles à vous? Parce que chaque territoire, il a ses étoiles en fonction de son histoire. Et comment on les fait émerger, ces étoiles? Ça donne une étoile, ça donne le sens. Et le sens, c'est à la fois le cap et la signification. Et donc, et puis je suis sûr que Patrick va nous dire que le sens, c'est encore plein d'autres choses, mais ça, c'est la table ronde de tout à l'heure. Voilà. Et donc, on a besoin d'étoiles qui nous donnent envie de nous lever de notre chaise pour entreprendre. Mais, je termine, j'ai fini, mais si l'étoile est dans le ciel et qu'elle n'est pas pour nous, alors c'est une catastrophe parce qu'elle génère de la colère, de la frustration, de la sidération. C'est beau, mais ce n'est pas pour moi. Et donc, il faut poser des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Dans l'exemple de la ville solaire, c'est la centrale au pied des terris, puis l'église, puis les salles de sport. Voilà. Ce qui veut dire que, du coup, sur Los Angeles, on a des résultats thématiques, je vous en ai donné des exemples, on a des résultats globaux, systémiques, de résilience, je vous les ai dit, mais fondamentalement, on a repris prise sur notre destin. C'est ça qui est, je pense, l'élément le plus central. Par les étoiles, nos étoiles, par nos cailloux blancs. On n'a pas tout réglé. À Los Angeles, ce n'est pas un monde merveilleux. Il y a plein de problèmes, comme partout. Mais on a repris prise. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous laisser comme message final. L'histoire continue. Donc je vais commencer à m'émouvoir. Et donc, je vous remercie. Là, il va certainement y avoir des questions, des réactions du public suite à ce que tu viens de partager. Le micro est à vous. Qui aurait envie de réagir, questionner, en veillant, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps aussi, à avoir des expressions courtes, ça me permet de maximiser le nombre d'interactions avec Jean-François sur cette séquence. Il y a pas? C'est séquence émotion en même temps. Allez, qui c'est qui fait monter le micro tout là-haut? Merci, Carole. S'il y a quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. On fait passer un deuxième micro dans la foulée. Et s'il y a des questions qui nous viennent des participants qui suivent la séance sur Zoom, n'hésitez pas à prendre le micro, à me les communiquer. Donc du coup, j'ai une question. Je ne sais pas si j'arriverai bien à la formuler, ni si elle intéressera tout le monde, mais sur le changement de culture managériale, sur comment changer les agents dans leur perspective de leur travail, tout en garantissant bien sûr qu'ils soient, enfin, leur bien-être au travail, mais cet engagement que vous formuliez. Alors là, pour le coup, ça renvoie à beaucoup de paramètres. De où je suis, moi qui suis manager, pas vraiment en direct, en prise directe, je dirais que comment les agents sont associés à la construction du sens. Déjà, ça c'est absolument fondamental. Les agents des collectivités ou de l'État sont parmi les catégories professionnelles les plus en souffrance. Quand on va bosser dans le privé, c'est pour faire de l'argent, on le sait, c'est la règle du jeu.
quand on vient bosser pour la production de l'intérêt général et qu'on voit la difficulté et les multiples difficultés qu'on a à produire, ça pose la question de la perte de sens sur son travail. Et donc, je pense que ça, c'est un enjeu fondamental. Et l'association des équipes à la construction des projets est fondamentale. La co-construction, ce n'est pas avec les habitants, qu'avec les habitants, c'est aussi avec les acteurs, les agents, d'où les questions de prise d'initiative. C'est des dispositifs de travail sur les savoir-être et l'accompagnement. Par exemple, les groupes de pairs et les cellules de réflexivité, excusez-moi d'employer ce terme, que j'ai emprunté à d'autres, mais que j'ai découvert au début. Moi, je croyais que c'était se regarder dans une glace. Après, on m'a expliqué que non, c'est discuter entre nous, faire un retour sur les bugs. Bon, c'est accueillir les bugs, accueillir la souffrance du réel, ou au contraire les joies du réel, des équipes, et pas les considérer comme des machines utilitaires. Vous voyez, c'est des exemples de ce type. C'est célébrer avec eux, reconnaître ce qu'ils peuvent apporter. Alors, je le dis, peut-être qu'il y a des agents ici qui disent « bon, il dit ça, il ne le fait pas ». J'espère que vous ne pensez pas ça. Parce que toute ma vie, au contraire, j'ai eu ce souci que les équipes puissent être célébrées. Voilà, quelques mots. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Merci beaucoup pour votre intervention. Los Angeles est une ville de petite taille. Est-ce que vous avez le sentiment que le parcours que vous avez eu aurait été possible, ou en tout cas pas énormément plus difficile dans une très grosse agglomération ? Alors, j'ai deux réponses à cette question. La première, c'est que je pense que notre taille est une taille idéale pour défricher, pour explorer. Si vous êtes une plus petite commune, il n'y a pas d'ingénierie, donc c'est compliqué. Tout à l'heure, ça me permet d'ailleurs de répondre à la première question. À Los Angeles, les villes de la taille de Los Angeles ont en général un cadre A. À Los Angeles, je ne sais pas combien on en est aujourd'hui, mais normalement c'est 7, même 8 cadres A. Ça veut dire qu'il y a un investissement sur l'ingénierie, parce que l'ingénierie de projet est centrale. Et donc, quand vous êtes une toute petite commune, c'est difficile de mobiliser de l'ingénierie. À l'inverse, si vous êtes à l'autre bout, dans des villes de grande taille ou des communautés d'agglo, par exemple, la proximité avec les réactions de la population est beaucoup plus diluée. Pour moi, dès que je me promène à Los Angeles, comme tous mes collègues élus, les gens nous arrêtent et on a du feedback immédiat, genre l'histoire à la buvette du foot. C'est la vie du maire, ça. On est en permanence en prise. Donc, cette réactivité-là me fait penser que les communes entre, allez, je dirais 5 à 15 000 habitants, on est à la fois dans le proche et dans la capacité de faire. Par contre, ça ne veut pas dire que les principes que je développe là ne sont pas applicables dans des grandes agglomérations. Au contraire, on peut reprendre de code source. Le socle de valeur d'un territoire, la capacité de faire émerger des leaderships multiples, évidemment, ils vont être plus nombreux, sous des formes diverses. La transformation managériale, les rapports à l'habitant. Alors bien sûr, les rapports à l'habitant vont se rejouer à l'échelle des quartiers, mais nous à Los aussi, ça se joue à l'échelle des quartiers. Quand on est à la Cité Belgique, si on dit aux gens venez au centre, les gens ne viennent pas. Et si on ne va pas vers eux, donc vous voyez, toutes ces questions d'emboîtement d'échelle, on les a aussi. Conclusion, pour moi, ce que le code source, qui d'ailleurs a donné point de départ à la fabrique des transitions, ça, partout où je vais, il y a ici des gens, la ville d'Annecy, on en a parlé je ne sais pas combien de fois, ou des grands territoires, ça fonctionne, enfin ça peut fonctionner, après il faut que le territoire le mette en œuvre. Par contre, pour l'initialisation, oui, je pense que la taille a été utile de Los Angeles. Merci. Encore deux autres questions, monsieur. Bonjour, merci beaucoup. Quel regard vous portez sur l'incompatibilité de l'agenda politique avec des projets comme le vôtre sur le temps long? Alors, on a vu la réponse que vous y avez apportée, les 82%, puis les 100 et 100%. Mais voilà, comment fait-on de manière systémique pour, comme vous dites, pour répondre à cette problématique? Alors, la table ronde tout à l'heure va explorer ces questions-là, donc je ne vais pas trop y répondre. Par contre, la question de fond, c'est l'étoile et les cailloux blancs. L'étoile, c'est le temps long. Les cailloux blancs, c'est le temps d'immédiateté. L'étoile, c'est le rêve. Le caillou blanc, c'est la preuve, le concret. Donc, la tension entre temps long et temps court, de mon point de vue, moi, je l'ai réglée par cette question de où sont les étoiles et comment on est capable de regarder au loin et c'est quoi le premier pas.
S'il manque un des deux, ça ne marche pas. Voilà, c'est une esquisse de réponse. Merci. Dernière question. Oui, bonjour. Moi, j'ai été marquée en fait par la journée d'hier et par la sincérité des habitants, des élus. Donc, merci pour ça et pour aussi la place des émotions dans votre manière d'aborder. Je suis ici. Voilà, donc moi j'ai une question par rapport aux oppositions peut-être que vous avez pu rencontrer pendant vos différents mandats, que ce soit de la part de groupes d'habitants ou peut-être d'autres élus de territoires, enfin de villes limitrophes. Et parfois, dans les oppositions, il peut y avoir aussi des instrumentalisations politiques. Comment vous avez fait face en fait à ces oppositions et comment j'ai bien compris qu'il y avait une manière d'aborder le conflit et l'opposition qui était très particulière chez vous, mais quelles seraient vos recommandations en fait quand on est face à des oppositions de la part d'habitants ou d'autres élus? Ben là, vous ouvrez un chapitre qui est celui des prochaines années de la fabrique des transitions. C'est comment on se saisit de la question des controverses et des conflits. Comment, Patrick, tu travailles sur les désaccords féconds, sur la gestion des conflits, enfin tu en parleras beaucoup mieux que moi. Je pense que c'est une question absolument centrale puisque la coopération est requise. Et donc, Benjamin Marias qui m'avait demandé, qui interviendra tout à l'heure, qui m'avait demandé une intervention à Bourg-Saint-Maurice, Tignes, les Arcs, etc. Bon, autant dire, ça me changeait d'univers. M'a dit, dans ton PowerPoint, il faut au moins 2 slides sur les flops. Là, je n'ai pas présenté les flops, j'ai pas le temps. Mais c'est précieux, les flops. Bon. Un des plus grands flops, c'est une relation inachevée, inaccomplie, douloureuse avec l'agglo. Parce que l'agglo, en même temps, et Sylvain Robert, avec qui je m'entends très bien, le président de l'agglo, vous dira tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont parties de Loos-en-Gohelle et qui irriguent, et ce sera à lui de le dire. Donc, il y a des choses qui se font. Mais à côté de ça, il y a des effets, je le dis, de jalousie, de comparaison, mais pour qui se prend-il? Pour qui se prennent-ils les Lossois de la jouer comme ça? Et en même temps, il faut qu'on soit en coopération. Et d'ailleurs, je vous pose, comme il y a des chercheurs là, et des scientifiques, moi, une des questions qui me taraude depuis, comme je suis en élu, c'est le couple compétition-coopération. Comment coopérer entre acteurs élus pour faire des projets en sachant qu'à la prochaine élection, on peut se trouver face à face? Très compliqué. Et donc, du coup, sur ces difficultés-là, effectivement, on a... alors, sur Loos-en-Gohelle, je pense qu'on peut dire que c'est carrément apaisé. Hein. Enfin, je regarde mes collègues, mais quand je suis arrivé, il y avait 3 listes de mémoire, oui. Puis 2, et maintenant, on est tout seul. Et une dernière petite anecdote, quand même, pour donner une note positive. Dans l'élection à 82%, le numéro 2 de la liste de droite du mandat d'avant, son nom commence par Jean-Claude, je n'en dis pas plus, du coup les Lossois doivent voir qui je cite. Je vois dans la liste de l'isoloir, enfin qui attend qui sort de l'isoloir pour voter. Bon, je dis bonjour à tout le monde, et il me dit ça va Jean-François? Je dis bah tu sais Jean-Claude, c'est quand se présente à des élections, tu sais ce que c'est, on n'est pas fiers, hein, on attend, oh lui ça va aller, je dis attends, il dit viens. Il m'amène là, au bord du rideau, il ouvre l'enveloppe qu'il avait mis dans l'isoloir. Enfin, qu'il avait traité dans l'isoloir, pardon. C'était notre bulletin de liste. Je dis, mais Jean-Claude, mais il dit, rien se fait dans notre dos. Le processus de participation, rien se fait dans notre dos. Tu as changé l'image de la ville, on a du développement économique, moi c'est ce que je veux pour ma ville. Et puis l'environnement, enfin, tout le monde aime se promener sur les petits chemins de la trame verte. Mais moi, c'est ça que je veux pour ma ville. Et je termine, je vous remercie de votre question, parce qu'elle amène à une autre question qui est compliquée dans des logiques partisanes. C'est que les logiques de transition revisitent les questions de bloc gauche-droite. Ils revisitent, alors c'est difficile à dire. Un jour, j'étais à RTL, la veille de quand Édouard Philippe présente. Oui, ok. Et il me disait, alors vous êtes encore de gauche ou pas? Si la gauche n'est pas productiviste, oui. Si elle l'est, non.
Si, enfin, vous voyez, ça pose des questions de ce type-là. On est dans une phase d'ancien monde, nouveau monde. L'ancien monde va de plus en plus se débattre à mort, parce que c'est une bête qui est en train de mourir. Mais avant de mourir, et ça peut durer encore un bon moment, elle s'agite dans tous les sens. Merci, voilà, c'était le gong de fin de cette séquence de questions-réponses. Merci à tous et à toutes pour vos contributions. Jean-François. Je t'invite à rester sur scène à mes côtés. Ouais, je vais récupérer un micro et je vais inviter Monsieur Éric Vidalinck, directeur adjoint de l'ADEME des Hauts-de-France, à nous rejoindre sur scène. Bonjour. Vous avez été un témoin privilégié de tout ce que vient de restituer Jean-François. Quelle réaction, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager quand vous entendez ce condensé, ce récit ramassé en une petite heure de 25 ans de trajectoire de transition? Alors déjà, je vous prie d'excuser Hervé Pignon, qui est le directeur régional de l'ADEME, qui part cet été en retraite, et qui était indisponible de longue date, donc il devait être là initialement, et puis il ne peut pas l'être, mais le principal compagnon de route, moi ça fait 1 an et demi que je suis arrivé en tant que directeur adjoint, mais c'est Hervé qui est le principal compagnon de route et qui a initié cette coopération il y a une dizaine d'années maintenant, autour de l'OS, donc premier territoire démonstrateur. Et pourquoi c'était intéressant pour nous à ce moment-là de faire un peu ce pas de côté? L'ADEME, c'est quand même une boîte d'ingénieurs, parfois un peu technocrate, moins que d'autres, mais parfois un peu quand même. Et donc, il y a 10 ans, on se dit pourquoi on va regarder les choses de manière un peu décalée? Parce qu'on voit qu'on se heurte à des questions, on opère des grands fonds, le fonds chaleur, le fonds économie circulaire, pour déployer des grands projets techniques, de l'infrastructure, de la géothermie, de la biomasse, du réseau de chaleur, des lignes de production. Et puis, on se rend compte, on a aussi des petits moyens pour accompagner les territoires, mais on se rend compte il y a 10 ans qu'on se heurte à la question de l'implication habitante, au changement d'échelle. Et puis, c'est le moment où on se dit, mais si on pense vraiment à la transition dans une perspective de long terme, les territoires sont incontournables là-dedans. Donc, c'est un peu ça le constat il y a 10 ans. Et l'OS, à ce moment-là, dit, bah, nous, on a initié plein de choses, on veut changer d'échelle. Et donc, il y a cette envie et cette interrogation de notre part qui font qu'il y a le premier protocole démonstrateur de la conduite du changement qu'on mène avec l'OS. On en a fait 2. Donc c'est même s'il y a des flops, comme Jean-François disait, mais c'est aussi ce qu'il faut accepter, quelque part, c'est de travailler un peu en dehors des rails, regarder ce qui va pouvoir bien marcher, ce qui sera plus difficile. Et je fais le lien avec des exercices pour dire comment ces projets-là, en fait, et ces collaborations avec les territoires, ça infuse dans tous nos dispositifs, toutes nos politiques. On a produit un grand exercice de prospective il y a 2 ans, Transition 2050, avec 4 scénarios de neutralité carbone pour la France. Dans ces scénarios-là, la question des territoires, elle est centrale dans 2 scénarios sur 4. On a des scénarios où on continue à penser la transition comme une transition technocentrée. Il y a des grands programmes industriels et puis on déroule les choses comme on l'a fait par le passé avec le programme nucléaire, par exemple. Et puis on a 2 scénarios où on se dit, en fait, si on veut vraiment faire de la sobriété, de l'efficacité, du renouvelable, les territoires sont incontournables parce que c'est là qu'il y a tous les gisements. Et donc les enseignements qu'on tire de collaborations comme celle avec Los Angoel sont évidemment précieuses. Et puis aujourd'hui, ce que l'on voit à travers la fabrique des transitions, à travers des mises en perspective de scénarios comme cela, c'est que la place des territoires et de ces nouvelles manières de faire, elle a gagné en légitimité, et ça c'est vraiment un point qui nous semble intéressant, et l'illustration, et pas la conclusion, mais on s'engage avec l'OS sur un 3e démonstrateur. On a travaillé avec Fourmi en région, avec Grande-Synthe, avec Roubaix, à chaque fois sur des thématiques un peu particulières, pour se dire, Roubaix par exemple, comment sur la question du zéro déchet on peut faire un pas de côté, sortir un peu des logiques productivistes où on a des gros équipements qui vont traiter beaucoup de déchets. Fourmi, comment autour de la 3e révolution industrielle on fait un vrai projet d'empowerment ou d'émancipation, d'implication habitante. Avec Douai, on va faire un démonstrateur sur les sobriétés.
Voilà, mais avec l'os, on poursuit ce chemin-là, et j'ai bien noté alors on a des questions autour des nouveaux modèles économiques de l'habitat, de l'alimentation, de l'adaptation, de la résilience. L'ambition que Jean-François rappelait sur la première ville solaire. Bon, est-ce qu'on se donne ça comme un des caps renouvelés? Mais voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous pour vous féliciter tous, et Jean-François en premier lieu, et puis vous dire qu'autant que possible, on sera là à l'avenir pour continuer à expérimenter, à essayer de faire des choses un peu en dehors des rails, même s'il faut continuer à avancer sur les rails, mais des fois, essayer de faire des choses un peu à la marge. Plus que des fois, souvent, c'est très utile. Merci. Jean-François, c'est bon pour toi, tu voulais... Allô? Oui. Je vais plaider pour Geoffrey et les équipes, puisque moi, je suis maintenant appelé au niveau national à l'essaimage, comment l'os, l'expérience de l'os, mais aussi comment tout ce qu'on a produit ici permet de construire ailleurs. Je pense qu'en fait, je fais un plaidoyer, Eric, vis-à-vis de l'ADEME. Je pense qu'on a atteint un certain nombre de niveaux, par exemple en termes de coopération, en termes d'implication habitante, qui font qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on va pouvoir travailler, alors que si on est dans des stades débutants dans d'autres territoires, on n'aura pas les réflexes, les constructions. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresserait, mais je veux laisser la place à Geoffrey, c'est à lui de parler, il va parler après, mais en tant qu'acteur local, ce que je trouve intéressant, c'est les étapes que nous avons pu franchir nous permettent finalement peut-être d'être sur des petits monticules, de voir un peu plus haut d'autres choses. Et donc, comment on peut continuer à être une tête chercheuse? Et je pense que dans la dynamique lossoise, c'est maintenant dans les gènes, je l'ai dit sur la question de l'innovation, et avec les acteurs qui sont là, comment on est tête chercheuse sur un certain nombre de sujets qui sont encore peu explorés, mais qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir tenir en France, voire même sur certains, on est les seuls à pouvoir tenir en France, notamment par notre légitimité démocratique. Voilà. Et du coup, ça peut être un des éléments, tu vois, de se dire, il y a les choses, ça nous prendrait 10 ans de transformation avant de l'atteindre. Là, à l'os, on a le capital. C'est d'ailleurs une des expressions que j'aime beaucoup, c'est un capital immatériel collectif. Le capital, c'est pas que du matériel. Et la confiance, la coopération qu'on a peut nous permettre de développer des choses. Voilà. Merci à tous les deux. On referme cette première séquence de la journée. C'est le moment de la pause. On se donne une quinzaine de minutes pour rejoindre le hall et les extérieurs du musée. À tout de suite.